Donc, avant notre table ronde, on va lancer sans plus tarder la deuxième conférence. Donc, Laëlia Benoît, qui est chercheure, elle est médecin, pédopsychiatre et chercheuse associée au Centre de recherche en épidémiologie. J'attends 2 secondes. Voilà. Bon, je vous laisse vous installer. Donc, chercheur en épidémiologie, et elle travaille sur l'impact. Attends, je vais attendre un petit peu. J'attends un peu. Donc cette chercheure travaille sur l'impact climatique, sur le bien-être et la santé mentale des enfants et des adolescents. Donc recherche qu'elle fait en collaboration INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, et l'université de Yale. Donc merci à Sophie Moreau de l'avoir contactée et d'avoir pu négocier avec elle le fait qu'elle nous fasse une capsule vidéo. Parce que vous doutez bien qu'étant à Yale, on n'a pas entamé notre bilan carbone en lui proposant de venir ici. De plus, comme elle vous le dira dans la capsule, elle est mère d'une petite fille, d'un petit garçon qui a 3 semaines. Donc c'est déjà très sympa de sa part d'avoir fait cette capsule. Donc je vais juste demander à Jean-Baptiste de lancer les choses. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Lélia Benoît, médecin, pédopsychiatre, chercheuse. Je travaille à l'université de Yale aux États-Unis et je vais discuter avec vous quelques instants de l'éco-anxiété. Alors, c'est une discussion à 2 voix avec mon fils Orion qui a 3 semaines et j'ai pas eu le temps d'enregistrer la vidéo avant sa naissance. Donc voilà, on est 2 à faire la présentation. Donc l'idée, c'est de partager avec vous un petit peu quelques notions, qu'est-ce que c'est que l'éco-anxiété, et puis comment ça se manifeste chez les enfants et adolescents pour avoir quelques bases. Alors, avant de commencer, je vous parle du livre que j'ai publié en septembre 2023, donc cette année, qui s'appelle Infantisme et qui nous permet de comprendre comment les discriminations contre les enfants et adolescents et puis la manière dont on les voit en général comme finalement des êtres pas tout à fait complets. On peut avoir comme ça un certain mépris en tant que société pour les enfants et adolescents. Comment tout ça peut aussi avoir un impact sur notre manière de s'occuper du changement climatique ou de ne pas s'en occuper. Donc j'y reviendrai un peu plus tard, mais il y a des notions dans ce livre qui pourront être intéressantes pour parler un petit peu d'éco-anxiété par la suite. Des outils qui viennent de sortir et que vous pouvez trouver en ligne sur la fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. Donc, c'est une fondation canadienne. Vous tapez Jasmin Roy Sophie Desmarais. C'est 2 coffres à outils, un pour les enfants, un pour les ados, pour parler du climat, avec des étapes pas à pas sur comment en parler, comment pouvoir s'exprimer autour de ça de manière bénéfique. En fait, c'est moi qui ai écrit ces 2 coffres à outils, ils sont gratuits et disponibles pour tous, en français et en anglais. Donc là, c'est celui pour les adolescents en anglais. Donc, si on commence un petit peu par parler des éco-émotions, moi je parle pas forcément d'éco-anxiété parce qu'on peut avoir plein d'autres émotions liées à l'environnement. L'idée, c'est de vous donner un peu quelques notions pour les enfants et adolescents. Alors, les enfants, déjà, c'est difficile de savoir parce que c'est difficile de les interroger. Donc, je vous montrerai ensuite les résultats d'une étude que j'ai menée internationale où des enfants sont inclus. Mais les principaux résultats qu'on a pour l'instant, c'est les résultats pour les adolescents. Donc, on va commencer par les ados. Donc, 70% pensent que le réchauffement climatique nuira à leur génération. Du côté des adolescents, les minorités ethniques sont plus inquiètes. Ça, c'est un résultat qui va un petit peu à l'encontre d'une idée reçue qu'on a, qui est de se dire l'écologie, c'est un truc de blanc, riche, qui n'a pas d'autres problèmes et du coup qui peut s'intéresser à la planète. En fait, c'est pas vrai. Dans les pays qui interrogent les gens sur leur identité ethnique, est-ce que vous vous identifiez comme blanc, noir, latino, etc. C'est le cas aux États-Unis. Et ce qu'on retrouve, c'est que les minorités ethniques sont plus inquiètes du changement climatique. Donc, c'est un résultat important. 80% des adolescents, tout compris, se disent anxieux pour la planète. Au moins 46% sont anxieux plus d'une fois par semaine. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de présent dans leur quotidien.
Plus de 17% ont eu des troubles du sommeil liés à la peur du changement climatique, et 20%, donc 1 sur 5, prévoient d'avoir moins ou pas d'enfants. Du côté des émotions qu'ils ressentent, c'est intéressant de voir que c'est pas exactement les mêmes émotions que les adultes, notamment leur émotion principale, c'est la colère et l'indignation, hein, la frustration, et c'est plus important que le sentiment de culpabilité. Alors que chez les adultes, ils ont souvent plus de culpabilité, de tristesse, de honte, mais moins de colère. Une étude intéressante aussi que vous avez peut-être vue passer auprès donc de jeunes, donc ados et jeunes adultes, hein, âgés de 16 à 25 ans, donc c'est pas des enfants, mais c'est des jeunes, donc qui a été publiée dans le Lancet, et qui nous montre auprès de 10 000 de ces jeunes que leur émotion principale liée au changement climatique, c'est la frustration et la colère, et surtout l'impression d'être trahis par leur gouvernement, l'impression que leur gouvernement ne prenne pas au sérieux le problème, et que du coup, ils ne s'occupent pas de leur créer un avenir euh, à la hauteur. Voilà. Bon, il y a aussi plein d'autres émotions qui ont été retrouvées dans cette étude comme dans d'autres, hein, donc la tristesse, l'anxiété, le sentiment d'impuissance et la culpabilité. Donc on pourrait se dire, bah, super, les jeunes sont préoccupés par le changement climatique, donc bah, ils vont passer à l'action et donc ils vont nous aider à résoudre le problème. Bah, c'est pas aussi simple que ça, en fait, parce que les adultes, ils ont beaucoup de freins à l'action, et donc il y a moins de 50% d'entre eux qui ont engagé des actions pour réduire leur empreinte carbone. Alors les freins qu'ils ressentent, hein, c'est la même chose que pour les adultes, hein, le fait d'être distrait par d'autres priorités, le fait de pas trop savoir comment agir, le fait d'être motivé un jour et puis le lendemain d'oublier un peu et puis de s'intéresser à autre chose ou de finalement vouloir partir en vacances en prenant l'avion, etc. Ou alors d'avoir envie de manger de la viande alors qu'ils savent que c'est quand même plus polluant qu'un régime végétarien. Bon, c'est des questions de confort un petit peu. Mais il n'y a pas que ça, et il y a aussi des problèmes sur lesquels vous pouvez les aider, par exemple, en tant qu'adulte. Il y a un problème qui est qu'ils parlent que rarement ou jamais du climat avec leur famille ou leurs amis, hein. Donc ça, c'est plus de 54%, donc plus de la moitié des ados ne va pas aborder le sujet. Alors c'est pour des raisons différentes, hein. Pour la famille, souvent, c'est qu'ils se disent, bah, si mes parents n'en parlent pas, c'est qu'a priori, ça les intéresse pas comme sujet, donc je vais pas en parler. Il y a encore beaucoup ce truc en famille que les sujets d'intérêt pour une famille sont beaucoup apportés par les parents et pas tant que ça par les enfants. Du côté des amis, c'est des raisons différentes. Ça va être, je veux pas passer pour l'écolo de service, hein, je veux pas être dans le rôle moralisateur de la personne qui arrive en disant, moi, j'ai un mode de vie parfait, et vous, qu'est-ce que vous faites pour la planète? Donc ça, ils veulent pas du tout faire ça avec leurs amis. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont peur de plomber l'ambiance, hein, entre guillemets, c'est-à-dire d'aborder un sujet qui est un peu déprimant et de pas savoir comment gérer l'atmosphère qui est créée autour de ça. Et à savoir aussi, seulement 14% des adolescents pensent qu'ils ont beaucoup appris à l'école sur le climat. Alors, il faut voir de près ce que ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont pas entendu parler. L'immense majorité dit, bah oui, on nous en parle, on en parle tout le temps, on nous sensibilise tout le temps, limite on en parle presque trop. Mais par contre, ces 14%-là, ça veut dire qu'ils ont l'impression que on leur donne pas de solution utile ou d'outils concrets pour participer, pour faire quelque chose. Donc ils disent, bah super, on nous a beaucoup sensibilisés, mais nous maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aider le climat. Et ça, à l'école, ils n'ont pas encore de solution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à passer de l'éco-anxiété à l'éco-action? Déjà, comprendre qu'est-ce que c'est que l'éco-anxiété. Alors, l'éco-anxiété, je vous donne une petite définition que j'ai pas écrite là, mais c'est défini par l'American Psychological Association, donc l'APA, comme une peur chronique de la destruction environnementale. Mais ce que nous dit l'APA, et c'est important, c'est que c'est pas uniquement de l'anxiété. Même s'il y a le mot anxiété dans l'éco-anxiété, on peut être éco-anxieux et pas ressentir d'anxiété, mais ressentir d'autres émotions. Donc, c'est une sorte de parapluie, ce terme, pour parler de plein d'émotions différentes. Donc, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, mais aussi ça peut être des émotions positives, comme la joie ou l'envie d'agir. Donc ça, c'est l'éco-anxiété. L'autre chose que nous rappelle l'APA et qui est très importante, c'est de savoir que l'éco-anxiété n'est pas une maladie.
C'est pas une pathologie, vous n'avez pas besoin de consulter un psychiatre pour ça. Au contraire, c'est une réaction qui est saine et légitime face à des désordres environnementaux qui sont bien réels. Donc voilà, ce que nous rappelle l'APA, qui est une énorme association américaine et internationale aussi. Donc en gros, il y a un accord pour dire être éco-anxieux. C'est pas une maladie et en plus, vous pouvez ressentir d'autres choses que de l'anxiété, mais c'est plutôt la manière dont vos émotions s'expriment par rapport à la planète. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir passer finalement de l'éco-anxiété à l'éco-action? Parce que l'idée, c'est pas de rester bloqué dans l'éco-anxiété, c'est de pouvoir en faire quelque chose. Donc la première chose, ça va être d'accueillir les éco-émotions, hein. Et ça peut être un défi. Parce que quand on a peur, surtout si on a de la culpabilité, ça peut induire une paralysie. Et ça peut nous pousser à utiliser des mécanismes de défense, hein, c'est-à-dire on va essayer de repousser tout ce sujet environnemental, comme la distraction, par exemple, hein, penser à autre chose, la dissociation, se couper de ses émotions ou la culpabilité. Et toutes ces défenses sont inutiles, hein, à la fois pour soi-même parce qu'on se sent pas mieux, puis elles sont inutiles aussi pour l'environnement parce qu'on on fait pas d'action. Donc la clé, c'est d'accepter le sentiment de perte. Et là, on a eu des super aides par une psychologue notamment qui s'appelle Caroline Hickman, qui compare, et je trouve que c'est une comparaison qui est très juste, l'éco-anxiété à un deuil environnemental, au deuil. C'est-à-dire, si c'est pas une maladie, alors qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça ressemble beaucoup au mécanisme de deuil. Et le deuil, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Soit on l'a déjà connu, soit on le connaîtra un jour dans notre vie, hein, c'est perdre un proche, ou des fois même perdre un espoir, perdre voilà, une aspiration. On avait voulu faire tel métier, on n'a pas pu le faire, bon, ben, on doit faire le deuil. Ça peut être une relation, tout ça. Et donc, on sait en fait qu'on est équipé en tant qu'humain pour digérer le deuil. Des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce, mais c'est pas une maladie. Ça demande du temps, ça demande de la bienveillance envers soi-même. Et puis des fois un petit peu de support d'autrui autour de nous, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir traverser et qui va nous transformer, et on va être changé, et puis finalement être grandi aussi, voir la vie différemment une fois qu'on aura digéré ce deuil. Donc c'est ce que nous dit Caroline Hickman, hein, que finalement tout ça c'est une question de deuil environnemental, et que l'étape numéro un, c'est d'accepter le sentiment de perte, hein. Déjà, se dire c'est pas... ça vient pas de nulle part, cette éco-anxiété, elle a bien raison d'être là. Je vais d'abord accepter le sentiment de perte environnementale. Donc, ce qu'elle dit donc en anglais, hein, je vous traduis directement, c'est plutôt que de voir ces émotions comme quelque chose qu'on devrait soigner ou résoudre, on les voit comme des émotions humaines, enfin comme des réactions humaines qui sont saines, parce qu'elles montrent de l'empathie vis-à-vis de la planète. Et donc, on a une bonne nouvelle là-dessus, c'est que les enfants ont beaucoup d'empathie pour le monde qui les entoure, souvent pour les animaux notamment. Donc, ils vont être connectés comme ça assez facilement aux enjeux planétaires. Euh, Ils résolvent aussi mieux les dilemmes moraux que les adultes, c'est-à-dire, s'ils savent qu'il faut agir pour la planète, ils vont dire, bah, ok, on y va, on va pas perdre de temps. Les adultes, en revanche, ont davantage de dissonance cognitive, c'est-à-dire que ils vont davantage se mentir à eux-mêmes, c'est-à-dire faire des choses dont ils savent que c'est pas très bien, mais le faire quand même. Typiquement, être assis dans un avion en se disant quand même, je culpabilise un petit peu de polluer la planète. Bah oui, mais pourquoi tu es dans un avion? Donc les jeunes demandent de la clarté morale, et ça, c'est quelque chose qui peut nous aider à les aider, parce qu'en fait, ils veulent des choses qui sont assez simples et qui vont droit au but. L'autre chose qu'on sait sur la paralysie émotionnelle et qu'on doit pouvoir éviter maintenant avec les jeunes, c'est ce que nous explique Per Espen Stoknes, hein, qui est psychologue norvégien, mais qui est aussi député des Verts. Et en fait, lui, il a travaillé sur les campagnes de sensibilisation au changement climatique des années 90 qui ont été complètement ratées. Et donc Stocknes a étudié pourquoi ça a été raté ces campagnes-là, pourquoi les gens se sont pas plus intéressés au climat. Et ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, ces campagnes, elles avaient une sorte de recette qui marchait pas, parce que c'était la combinaison de deux choses. Une première chose, c'était une sensibilisation très émotionnelle avec des images très choquantes qui en appellent beaucoup à notre empathie, à nos émotions. Et d'autre part, il manquait des pistes d'action. Donc c'était juste des images choquantes, mais on ne savait pas comment agir.
Et typiquement, c'était les fameuses affiches avec des ours polaires sur un glaçon à moitié fondu, là, un iceberg qui est de la taille d'un glaçon quasiment. Et on se dit, mais en fait, l'iceberg est fondu, comment va faire l'ours? Est-ce qu'il va se noyer? Enfin voilà. Et en plus, les ours polaires, c'est quand même un animal qui suscite beaucoup d'empathie, hein. Beaucoup de gens ont tendance à considérer que c'est un peu des grands nounours. Bon, ça, c'est parce qu'on les a jamais vus en réalité. Mais en tout cas, ça suscite beaucoup d'empathie pour cet ours-là et en même temps une impuissance totale. C'est-à-dire que quand on regarde cette publicité-là dans le métro, on ne sait pas comment on va pouvoir aider l'ours en Arctique, au pôle Nord. On ne sait pas, est-ce qu'il faut couper l'eau quand je me brosse les dents? Est-ce que je dois baisser d'1 degré le chauffage? Est-ce qu'il faut que j'arrête de prendre la voiture? Est-ce que ça a un impact sur l'iceberg? Bon, on ne sait pas du tout, il y a trop d'effets de chaîne, c'est trop indirect et du coup, on se sent impuissant. Et donc, ce que dit Stockness, c'est des décennies de communication gâchée parce que quand les gens sont exposés de manière répétitive à ces images qui sont trop choquantes et qu'en plus, ils n'ont pas de piste pour agir, à un moment donné, ils disent stop, moi, ça me fait trop, j'en ai marre, je veux plus penser à ce sujet-là. Donc, ce que dit Stockness, c'est qu'il faut se concentrer davantage sur parler des actions individuelles et collectives. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer les choses? Donc ça, c'est bon à savoir si on veut parler de climat avec les enfants et adolescents. Autre chose qui a été montrée, donc ça c'est par l'équipe de mes collègues Sarah Schwartz et Sarah Lowe, j'ai participé à cette étude, c'est que l'action environnementale collective, donc l'activisme environnemental, alors pas forcément dans une association ou dans des formes politiques très militantes, mais simplement, par exemple, parler à ses voisins pour faire isoler tout l'immeuble et au lieu de juste réduire le chauffage dans son appartement. Ça, c'est déjà une action collective. L'action collective commence là où on n'est plus tout seul. Donc, on a besoin de tout le monde pour voter d'isoler l'immeuble. Bah, c'est une action collective. Donc, ce qu'on a montré, c'est que ces actions collectives pour l'environnement sont bonnes pour la santé mentale. C'est-à-dire qu'elles sont corrélées à moins d'anxiété, moins de dépression. En gros, les gens vont mieux quand ils agissent collectivement. Donc, tout ça, c'est des pistes à savoir si vous voulez parler d'environnement avec les enfants et ados. Là, je vais vous parler maintenant très rapidement de l'étude que moi j'ai menée donc aux États-Unis, au Brésil et en France, où on interrogeait des enfants et des adolescents âgés de 7 à 18 ans. Et donc, c'est la toute première étude où on interrogeait comme ça vraiment des enfants, puisque comme je vous montrais avant, la plupart des questionnaires avaient été faits auprès d'ados qui peuvent se connecter en ligne, répondre à un questionnaire, mais on avait très peu d'informations sur les petits. Voilà, donc ça a donné lieu à 2 articles que vous voyez là, vous voyez les titres. Je vous ai mis des QR codes aussi si vous voulez les flasher pour pouvoir avoir accès aux articles si vous voulez lire les articles scientifiques. Mais les articles scientifiques, des fois, c'est un petit peu dense, donc je vais vous faire un résumé des principaux résultats qu'on a trouvés pour les 3 pays. Donc, pour les 3 pays, indépendamment des différences, il y avait des différences, bien sûr, culturelles, mais là, je vous parle des choses qui sont communes aux 3 pays. On a eu des résultats principaux qui sont que les enfants et adolescents, donc là, je commence en haut à gauche, se disent inquiets pour la planète, mais pas affectés pour leur santé mentale. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle parce que nous, les enfants et ados qu'on a interrogés, c'était des enfants et ados de la population générale. Finalement, n'importe qui. C'était pas du tout des gens qui venaient en psychiatrie. Donc c'est plutôt rassurant de savoir que ces enfants et ados, même s'ils sont inquiets pour l'environnement, c'est pas en train de leur causer une dépression ou une éco-anxiété massive paralysante. Voilà, on n'a pas d'épidémie d'éco-anxiété. Donc c'est plutôt bien. Ça veut dire aussi pour les adultes, pour les parents, pour les éducateurs, pour tous les gens qui sont autour leurs enseignants, qu'on peut parler du changement climatique sans forcément déclencher des problèmes de santé mentale chez les enfants et ados. Là, on voit bien que c'est pas du tout le cas. Ils vont plutôt bien. L'autre résultat, donc c'est en orange, qui est important et qui est positif pour les petits enfants. Donc là, c'était 7 à 11 ans, c'était la tranche des enfants jusqu'au préado, c'est qu'ils ont envie d'aider la planète en menant des éco-actions. Donc, dès qu'ils apprennent que la planète va mal, ils sont touchés, ils ont de la peine pour les animaux, mais très vite ensuite, ils disent, mais alors qu'est-ce que je peux faire pour aider? Moi, j'ai envie d'aider.
Et ils sont très motivés, très enthousiastes. Donc, c'est vraiment un âge où c'est possible d'investir sur cet enthousiasme et de faire des projets pour leur apprendre finalement à prendre soin de la planète. En famille, ça peut être d'avoir un mode de vie durable, hein, recycler, ne pas utiliser d'emballage, réduire la part d'alimentation carnée, hein, de viande dans notre alimentation, sans forcément être complètement végétarien, mais faire attention à savoir que bah voilà, un steak ça pollue. Faire attention au transport, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut faire en famille. Et à l'école, il y a aussi tout un tas de projets qui sont faisables à cet âge-là, qui sont des projets concrets, qui n'ont pas un impact environnemental majeur, mais qui sensibilisent les enfants à participer. Ça peut être planter des arbres, ramasser des déchets, essayer de inciter à faire du vélo, enfin toutes ces choses-là. Donc ça, c'est plutôt positif, hein. Une fois qu'ils sont au courant, ils ont envie d'agir et ils sont très motivés. L'autre résultat en violet là, qui est en bas à gauche, qui pour le coup était moins attendu, mais qui est important, c'est de savoir que les enfants ne comprennent pas les raisons des actions environnementales, hein, si leurs parents ou leurs enseignants ne leur expliquent pas. Et ça, c'était un résultat où on a été un peu surpris parce que, en fait, on a eu plusieurs enfants dont les parents faisaient déjà pas mal de choses pour l'environnement. Ils recyclaient, ils avaient un compost, ils s'étaient même acheté une voiture électrique, etc. Et les enfants pensaient que leurs parents s'intéressaient pas du tout au climat. Et ça, on a été un peu surpris. Et en fait, ça s'explique parce que il y a des jeunes parents maintenant qui sont intéressés par l'environnement, mais qui veulent pas angoisser leurs enfants, donc ils font plein de choses au quotidien, mais par contre, ils ne parlent pas du climat. Et en fait, le résultat qu'on a, c'est que si on parle pas du climat, les enfants comprennent rien. Et donc, nous, on a eu des résultats, par exemple, où les enfants disaient, bah non, mes parents, ils sont pas intéressés par le climat. Alors je disais, ah bon, mais tu sais, des fois, les parents, quand ils sont intéressés, ils vont peut-être manger moins de viande, par exemple, ou ils vont essayer de plus utiliser leur voiture avec de l'essence. Alors ils me disaient, ah bah oui, 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 bah, mes parents, ils sont végétariens depuis 2 ans. Alors je disais, ah bon, ils sont végétariens, mais alors à ton avis, pourquoi ils sont végétariens? Et l'enfant me répondait, eh ben, moi je pense que c'est parce qu'ils aiment les légumes. C'est la raison pour laquelle ils sont devenus végétariens. Voilà. Et puis pour la voiture, on avait d'autres enfants qui disaient, bah, moi, mes parents, je crois qu'ils ont acheté une voiture électrique, mais c'est parce que l'autre voiture était trop vieille. C'est pas parce qu'ils s'intéressent au climat. Voilà. Donc tous ces résultats-là, ça nous montre que il suffit pas de agir, c'est très important, c'est le principal, hein, mais il faut aussi expliquer ce qu'on fait aux enfants. Sinon, on arrive au dernier résultat, hein, je l'ai gardé pour la fin, qui est celui des adolescents, qui est que si vous imaginez cet enfant, ce petit enfant qui grandit quelques années plus tard, il entend parler plus du changement climatique, il a l'impression que personne n'en a parlé jusque-là, que personne ne s'y intéresse. Et donc, c'est le dernier résultat, hein, qui est que la colère des adolescents émerge en partie d'un manque de communication intergénérationnelle. C'est-à-dire que si personne dans la famille ne parle du climat, ou tout le monde a l'air de ne pas s'y intéresser, eh ben, les ados sont plus en colère parce qu'ils ont l'impression que tout le monde s'en fiche. Donc vous voyez bien qu'il faut non seulement agir, mais aussi expliquer ce qu'on fait. Donc, je finis les conclusions de cette étude par un petit peu si vous voulez, une boîte à outils de qu'est-ce qu'on peut faire, que vous retrouvez d'ailleurs dans le coffre à outils de la Fondation Jasmin Roy, si vous voulez, un petit peu des choses à faire en tant qu'adulte, hein, vis-à-vis des enfants. Donc la première chose à retenir, c'est en parler du changement climatique. Prenez l'initiative d'aborder le sujet, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne faut pas compter sur les enfants ou les ados pour aborder le sujet. C'est à nous, en tant qu'adultes, de le faire. Et quelque part, ça ressemble un petit peu à l'éducation sexuelle, hein, maintenant. C'est-à-dire, tout le monde a des questions, mais personne ne va être le premier à poser des questions sur la sexualité. Et donc, c'est aux adultes de faire le premier pas. La deuxième chose importante à faire, c'est ne pas donner de rôle symbolique. Là, surtout pour les ados, on a eu beaucoup de déceptions avec les ados qui avaient été éco-délégués à l'école, avec un titre comme ça qui a l'air super, où ils sont élus, ils ont l'impression qu'ils vont vraiment pouvoir faire des choses, et finalement, rien ne se passe, il y a beaucoup de barrières
administratives pour changer, par exemple, la logistique à la cantine, avoir moins de plastique ou essayer de réduire la consommation énergétique de l'école, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'arrivent pas à mettre en place des choses et c'est extrêmement décevant pour eux. Donc, il vaut mieux faire des projets qui sont réalistes, mais qui vont avoir lieu, où on leur a pas dit qu'ils allaient faire un truc génial et finalement, rien ne se passe. Troisième point pour les adultes, c'est pouvoir accompagner et soutenir les initiatives des enfants et des ados. Surtout des ados, encore une fois, les ados aiment bien apporter les idées, mais ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. D'ailleurs, ils le disent, ils comptent sur les adultes pour les aider à faire en sorte que ce projet-là devienne un vrai projet réalisé et pas juste une idée dans leur tête. Et donc, ils ont besoin de cette aide-là. Quatrième point à prendre en compte, c'est que ce qui les intéresse beaucoup, c'est de réduire l'impact carbone de leur communauté. Leur communauté, c'est leur famille, hein, leur foyer, mais aussi leur école, mais aussi leur quartier, leur arrondissement, etc. Donc, vraiment l'impact de travailler avec la mairie, travailler avec l'école, travailler avec les parents ou avec les personnes qui sont en charge de l'enfant, c'est super important. C'est là que ça les intéresse le plus pour agir. Cinquième point, valoriser le travail accompli. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est hyper important. Quand ils font quelque chose, quand ils font un projet, bah, ils aimeraient bien que ce soit reconnu. Moi, j'avais interrogé des enfants et ados qui avaient réussi à installer des rails à vélo, des racks à vélo devant leur école. Finalement, personne n'avait rien dit après. Ils étaient un peu déçus parce qu'en fait, ils auraient bien voulu qu'on dise, bah voilà, c'est super, et qu'on en parle aux années suivantes pour les inspirer aussi. Et le sixième point, c'est que notre culture compte, hein. Ça, j'ai pas eu le temps de l'aborder avec vous parce que c'est trop court, mais on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter et vous pouvez le voir dans les articles. Il y a des différences culturelles entre les États-Unis, la France, le Brésil, et donc il y a des choses qui sont plus faciles à faire dans certains pays que dans d'autres. Par exemple, c'est plus facile d'être végétarien aux États-Unis que en France, bizarrement, parce qu'en France, il y a toute cette idée de la gastronomie, etc. Bon, la blanquette de veau et tout. Et donc, c'est important d'étudier notre culture pour finalement copier ce qui marche bien chez les autres et en même temps être fier de ce qu'on fait bien. Par exemple, en France, il y avait beaucoup d'ados qui savaient bien se déplacer de manière autonome à vélo, qui avaient beaucoup de connaissances sur le changement climatique. Donc, il y a des choses qui marchent bien en France. C'est chouette, on peut s'applaudir et on peut aussi aller piquer comme ça chez les autres ce qui marche mieux. Il me reste 3 minutes. Je vous donne quelques outils pour pouvoir utiliser avec les enfants et ados vous-même. Donc, le premier, c'est d'être à l'aise avec ses émotions. Je reparle de mon livre, là, désolée, je refais un peu de pub, mais je parle dans ce livre de l'importance de l'alphabétisation émotionnelle dès le plus jeune âge, et c'est important pour pouvoir être comme ça, connecté à ses émotions et pouvoir être aligné euh, avec la planète, si vous voulez. Et aussi pour être bien à l'aise avec soi-même et donc ne pas avoir besoin de surconsommer pour se sentir à l'aise. Il faut voir que le problème du changement climatique, c'est la surconsommation. C'est pas la consommation, hein, on doit quand même continuer à vivre, mais c'est le fait qu'on consomme trop. Et une grande partie de cette surconsommation est liée au fait qu'on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes, qu'on n'est pas à l'aise dans nos émotions, et que donc on est toujours en train de chercher des distractions, des biens matériels, etc., etc. Et donc dans le livre, j'explique comment, y compris avec les tout petits, on peut commencer à créer cette alphabétisation émotionnelle qui est une base solide pour qu'on n'ait pas besoin d'être un consommateur invétéré. Les coffres à outils dont je vous ai parlé, hein, n'hésitez pas à les voir en ligne et à les télécharger. Un autre outil qui peut être bien avec des grands enfants, je dirais, à partir de vers 9 ans et puis avec des ados, ou même avec des adultes, hein, juste pour vous. Vous prenez une feuille de papier A4, là, vous la mettez en position portrait, vous faites une petite flèche, un peu comme une frise chronologique, et puis vous marquez des dates importantes ou des décennies importantes de votre vie. Et là-dessus, vous pouvez écrire quelles sont vos éco-émotions et puis finalement, qu'est-ce qui a suscité pour vous de l'intérêt climatique? Comment est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu comme ça des réalisations sur l'environnement un petit peu? Vous dire, ah tiens, ouais, j'avais pas compris que c'était ça. Et puis en dessous, vous pouvez marquer les actions climatiques que vous avez décidé de faire.
les changements de vie en fait que vous avez décidé de faire. Ça peut être, je sais pas, en 2012, je me suis mis au vélo, ou ça peut être, je sais pas, en 2018, j'ai décidé de manger moins de viande. Ça peut être, je sais pas, en telle année, pour la première fois, j'ai fait attention dans le vote que je faisais à voir la politique environnementale du candidat ou du parti pour lequel je votais. Bon, ce genre de choses. Et puis, quels ont été les soutiens, hein, là c'est en anglais, hein, supports and barriers, les soutiens et puis les barrières à l'action quand vous avez cherché à faire des choses. L'intérêt de cet exercice, c'est de voir que on ne change pas en une journée, qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour changer et que donc il faut être bienveillant et puis patient avec soi-même. Un autre outil qui est utile avec les ados, notamment si vous vous lancez dans des projets avec eux, c'est ce que j'appelle le camembert des compétences, hein, ou la roue des compétences. À cet âge-là, ils ont souvent du mal à voir que pour qu'un projet aboutisse, un projet ambitieux, par exemple, on va mettre des panneaux solaires sur le toit de l'école, on ne peut pas le faire tout seul, on a besoin de plein de compétences différentes. Donc si on prend cet exemple-là, on a besoin de compétences émotionnelles, on a besoin de quelqu'un de chaleureux, de sympathique pour aller convaincre déjà la direction de l'école. On a besoin d'une structure, hein, de calendrier, d'échéances. On a besoin de créer un espace qui est bienveillant pour un groupe, pour qu'on puisse tous travailler ensemble. On a besoin de choisir un projet qui est réaliste. Est-ce qu'on va y arriver à faire des panneaux solaires sur le toit de l'école ou est-ce que c'est complètement impossible, il vaut mieux choisir autre chose? Et puis, on a besoin de pouvoir s'inspirer avec des experts, avec des gens qui ont déjà mené cette action-là. Vous pouvez être quasiment sûr que si vous avez envie de faire un projet écologique, vous n'êtes pas le premier à avoir eu cette idée-là. Donc maintenant, avec Internet, on peut quand même avoir accès aux expériences de plein de gens. Donc, allez chercher en ligne. Et puis voilà, il peut falloir des compétences administratives, remplir des formulaires, des demandes d'autorisation, et puis voilà, de la direction d'équipe, définir des rôles, etc. À l'adolescence, c'est un âge où on ne connaît pas encore tout ça. C'est presque un rôle de manager, hein, de pouvoir former une équipe, savoir s'entourer. Et donc, ils ont besoin des adultes pour pouvoir faire ça. Les enseignants à l'école n'ont pas toutes les compétences parce qu'ils sont principalement enseignants. Donc, il faut pouvoir s'entourer à plusieurs adultes pour pouvoir s'organiser autour de ça. Outil numéro 4, les réseaux sociaux. Pour le coup, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes sur les réseaux sociaux, sur le changement climatique. Là, vous pouvez être sûr que les ados, ils seront en avance sur vous là-dessus, mais du coup, n'hésitez pas à regarder avec eux ce qu'ils regardent, à chercher des inspirations avec eux. Vous avez un projet... c'est bientôt l'heure de finir. Vous avez un projet ici qu'on a fait avec des étudiants de l'école de médecine et n'hésitez pas à flasher le code pour regarder. C'est des petites vidéos TikTok de vulgarisation scientifique. C'est en anglais, mais il y a des versions françaises qui existent, pas avec nous, mais avec l'Agence française du développement. Dernier point, outil numéro 5, ma petite planète. C'est une application, un jeu qui est très rigolo et qui lance des défis. Et je vais devoir m'arrêter là. Et c'est la fin de toute manière de mon diaporama. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous souhaite de très belles rencontres professionnelles. Pardon. Donc, je pense que pour qu'elle nous entende de l'autre côté de l'Atlantique, il faut encore applaudir plus fort parce que franchement, c'était un... Alors voilà, j'espère qu'elle regardera le replay pour nous voir. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, faire passer autant de résultats de la recherche d'une manière aussi intelligible et dans un temps aussi bien chronométré. Si on avait pu faire aussi bien, ça aurait été parfait. C'est pas le cas, donc on va se dépêcher sur cette dernière table ronde où je vous invite à vous installer. Donc Sophie, c'était sympa de mettre mais comment on fait pour... Ah bon, tout le monde est sportif. Donc si vous le permettez, les autres intervenants, on va faire cette table ronde en deux fois. Comme ça permettra à Agnès et surtout aux jeunes qui nous ont fait le plaisir de venir ici, de regagner leur place. Hein, ils n'ont peut-être pas envie de rester pendant toute la table ronde installés. Donc merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, je vais commencer par présenter Manuel et après je vous donnerai la parole ensuite. Hein. Donc on a choisi de découper la table ronde en deux puisqu'il y a un intérêt commun entre Manuel et les représentants du CEF de Saint-Venant et on va le découvrir.
dans un instant. Donc Manuel, tu es chargé de mission en face, à la ferme du Trichon. Donc on a pas mal parlé des relations qu'on avait entre le NPJJ et la ferme, qui sont finalement assez récentes. On allait manger au restaurant La Baraka, excellent restaurant d'ailleurs. Et puis on s'est rencontrés autour de nos différents projets. Ici, on essaie de faire entrer la biodiversité. Et puis, vous étiez en face de nous, les experts qu'on a pu aller voir pour demander des conseils. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça a entraîné un travail en commun. On a accueilli les journées des fermes urbaines ici. Et puis, le plaisir de t'accueillir maintenant ici, Manuel. Donc Anaïs. Désolé. Donc Anaïs Boisdin, vous êtes éducatrice ici, vous êtes éducatrice au CEF de Savenant, et donc vous êtes venue avec bienvenue. Donc merci beaucoup de venir témoigner de ce à quoi vous avez participé dans votre établissement. Et c'est vrai que ici il y a des gens qui vont être éducateurs et ils sont vraiment intéressés. Ils ont posé pas mal de questions hier sur comment l'écologie c'est intéressant, mais comment on fait rentrer ça en pratique. Donc peut-être Agnès, je vous laisse la parole en premier. Je vais aller m'asseoir du coup comme il reste une place. Merci. Alors, moi, c'est Anaïs, éducatrice au CEF de Saint-Venant. D'accord, ça va. D'accord, sur le menton. Ok. Donc, nous, au CEF de Saint-Venant, on fonctionne beaucoup par référent. Donc, c'est-à-dire que, moi, je suis la référente du projet écologie en général. Les jeunes aussi se retrouvent à un moment donné référents. Donc moi je suis référente du projet, mais chaque éducateur participe à son échelle dans ses activités, dans les notions de l'écologie. Les jeunes se retrouvent référents à leur tour, c'est-à-dire que c'est un roulement, des jeunes arrivent, d'autres repartent et se transmettent entre guillemets un petit flambeau et chacun repart en donnant ses informations, ses pratiques que l'on fait au CEF. Comme ça a créé une responsabilité de chacun. Ça a créé un lien social en même temps, ça les responsabilise. Donc chacun, à tour de rôle, se transmettent les informations, les pratiques que l'on fait. Voilà. L'écologie au CEF passe surtout avant tout par nos activités, des activités qui, c'est notre quotidien au CEF. D'ailleurs, les jeunes vont vous parler de ce que l'on fait en activité et la vie au quotidien. Vous verrez que on pratique l'écologie au mieux, mais comme Monsieur Bachiri l'a dit tout à l'heure, on n'en parle pas forcément. C'est des gestes de tous les jours. On commence d'abord par les gestes éco-citoyens, qui est entre guillemets la base. Comme ne pas jeter les déchets, éteindre la lumière, fermer les portes, parce qu'il y a les radiateurs qui fonctionnent. Ça paraît simple, mais en arrivant chez nous, c'est des réflexes qu'ils n'ont pas forcément. Donc ça commence par ça, éteindre la lumière, des trucs tout simples. Un exemple concret que je veux vous donner, c'est que moi, quand je leur dis éteignez votre lumière, quand ils sont dans leur chambre, souvent c'est ouais, mais c'est pas moi qui paye. C'est la base. Oui, alors c'est pas toi qui paye, certes, mais pourquoi on fait? Et ça commence par là, des gestes simples. Et au final, maintenant on en rigole un peu. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est des habitudes qui prennent en partant du CEF. En partant du CEF, ils ferment tous les portes, ils éteignent les lumières. Et là aujourd'hui, on en rigole puisqu'ils savent qu'on participe aujourd'hui au colloque écologie. Et on ferme la porte et on me dit Anaïs, c'est pour l'écologie. Donc quelque part, c'est bien parce que ça rentre en fait. C'est des choses simples, mais qui rentrent. C'est une transformation sociale qui se fait par la répétition, qui se fait par la pratique, parce que faut pas se leurrer, il faut pratiquer pour les assimiler. Voilà. Donc là, les jeunes vont vous parler des activités. On va commencer avec qui va vous parler du bien-être. Une activité qui existe depuis quelques années maintenant au CEF. Vous verrez que toutes les activités qui existent, d'ailleurs, existent depuis un moment. Donc l'écologie, c'est pas un truc qu'on fait depuis peu. Mine de rien, on s'en rend pas compte, mais on pratique. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est du coup je suis placée au CEF depuis 5 mois maintenant.
Donc là, je vais vous parler de l'activité bien-être. Donc le bien-être, c'est un temps pour prendre soin de soi. Faut savoir du coup que prendre soin de soi, on procure aussi du bien-être aux autres aussi. Parce que quand on est bien soi-même, on est bien avec les autres aussi. Après au bien-être, on profite aussi de ce temps pour pouvoir créer des produits nous-mêmes, donc des produits naturels pour éviter les produits toxiques, comme un gommage pour le corps au café. Donc c'est bien pour nous, notre peau, notre santé, mais aussi bien pour la planète. Donc en fait, on fait vraiment, on participe vraiment à l'écologie sans vraiment nous en rendre compte. Ça fait partie vraiment du quotidien. Et aussi au CEF, on a, nous les jeunes, les éducateurs ainsi que le personnel, des gourdes personnelles avec des fontaines d'eau à notre disposition pour éviter un maximum d'acheter et d'utiliser les bouteilles d'eau pour préserver la planète aussi par rapport au plastique. Du coup, voilà. Merci beaucoup. Merci. On continue dans les activités. Donc nous on a la campagne, donc une chance. Et on joue aussi beaucoup avec ça, ce domaine-là. D'ailleurs, on va vous parler du potager. Bonjour. Le potager, en fait, c'est quelque chose qu'on fait au CEF. Et en fait, en fait, l'engrais, on le fait grâce au compost. Et le compost, en fait, on récupère tous les épluchures de la cantine. Au lieu de les jeter à la poubelle ou de les jeter, on les met dans le compost. Et ensuite, on fait pousser des fruits grâce aux graines qu'on plante nous-mêmes. Et on les récolte et ensuite, on peut pas les manger du coup, vu que c'est un centre en fait, il y a une alimentation spéciale. Du coup, c'est pour les éducateurs. Ah, ils se débrouillent bien, les éducateurs. Aussi, on fait le recyclage. On a des poubelles, on a des boîtes. On trie les piles qui vont plus, tout ça, on les met dans des boîtes. Ensuite, on fait la poubelle jaune. On trie le carton, le plastique. C'est ça, hein? Je me trompe pas. Et pour tout ce qui est non recyclable, on le met à la poubelle noire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'étais très stressée de vous voir tous devant lui. Ça s'est confirmé là. Donc, où est-ce qu'il nous parle? C'est qu'on a un grand potager. Les jeunes ils sèment, ils récoltent, ils voient toutes les étapes, l'évolution, les pratiques que l'on fait, qu'est-ce qu'on plante, pourquoi on plante maintenant, pourquoi on plante pas ça et ça, parce que on fait pas ce qu'on veut dans le jardin, hein, faut pas l'oublier. Que on leur rappelle les saisons. Donc c'est plein de petites notions qu'ils apprennent au fur et à mesure. Sans s'en rendre compte, ils travaillent aussi l'écologie. Pourquoi on plante ça et pas ça, et le paillage, à quoi ça consiste. Il vous a parlé du compost, parce que oui, on a un compost au CEF. Grâce à la cuisine, on récupère les déchets. Il y a les espaces verts aussi. On est entouré de verdure, donc il y a un atelier espace vert où les jeunes apprennent à tailler la pelouse, les arbres, mais en même temps essayer de préserver la biodiversité. Leur apprendre tout ça, qu'est-ce que c'est, quel impact ça a sur la nature, pourquoi on fait tout ça. Donc ça paraît, comme là il explique de manière assez naturelle, mais ça explique qu'en fait ils le font. Oui, c'est pas grave. Donc ils le font sans s'en rendre compte, voilà. Donc ils apprennent des choses naturellement, mais pour autant on leur dit pas on travaille l'écologie. Non, ça se fait naturellement. Voilà. Donc là ensuite il y a d'autres activités.
C'est qui va prendre la parole pour celle-ci, alors. Bonjour, moi c'est aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs activités qu'on met en place au sein du CEF. Il y a l'activité bricot-palette. L'activité bricot-palette, elle consiste en quoi? Au foyer, on reçoit plusieurs palettes quand on commande à manger ou bien quand on reçoit des machines. Et au lieu de jeter ces palettes, on les récupère. Et quand on a un stock assez suffisant, on va pouvoir produire des chaises ou bien des salons de jardin. On fait la même chose avec le carton. Le carton, on le garde, on le stocke. Comme ça, après, on a une activité qui s'appelle décoration. On peut décorer notre chambre ou bien on peut faire des objets pour nos proches, pour notre famille. Ensuite, on a aussi une activité qui s'appelle journal. On parle d'écologie, on peut faire des articles, c'est des articles trimestriels en fait. Et on fait aussi des articles, on a aussi fait beaucoup d'articles sur l'écologie. Donc voilà. Merci beaucoup. Bravo. À d'autres choses qui sont revenues, qui veulent vous parler, je vous repasse. C'est moi qui dois faire? Ah, bon, d'accord. Bon, bah, il se défile. C'est pas tout d'avoir des légumes, hein, il faut aussi... C'est ça. Donc, un des grands leviers aussi qu'on a au CEF, c'est on a une petite ferme pédagogique. Donc, à petite échelle, hein, forcément, c'est pas encore une aussi grande. C'est un projet qui a visé de justement s'agrandir, mais en version x3, 4, parce que pour l'instant, elle est encore petite. On travaille dessus. Donc, on accueille une chèvre, un bouc, des poules, des canards. Voilà. Donc, forcément, un levier très intéressant dans ce domaine-là, puisque forcément, on travaille le lien animal, la nature, forcément. D'ailleurs, c'est un super levier. Comme là, actuellement, on a une gamine qui chez nous, qui découvre la ferme Péda, qui s'y sent à l'aise, qui adore ce milieu, qui se retrouve dans un stage, dans une ferme itinérante, qui découvre la médiation animale et qui s'intéresse à ça, qui veut se former là-dessus. Donc en fait, encore des activités au quotidien qui permet de travailler plein de choses au niveau de l'écologie, de la nature, de l'environnement. En même temps, ça crée des voix parfois, comme cette jeune fille. Donc voilà. Donc l'écologie, sans le vouloir, elle est partie intégrante du CEF. On le verbalise pas, mais en tout cas, on s'en rend compte, on pratique beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je fais irruption dans votre présentation. J'aurais une question à poser à n'importe laquelle d'entre vous. Est-ce que vous avez l'impression que toutes ces activités, vous participez à vous aidez les copains ou les camarades à aller vers le jardin, ou alors c'est uniquement les éducateurs qui s'en occupent? Vous êtes content de le faire, de le partager avec les autres jeunes du foyer? Moi je tiens à dire que c'est nous, on va vers les jeunes, c'est pas les éducateurs, ils nous disent d'aller vers eux. Et grâce à ça, on se fait aussi des amis, parce qu'on prend le contact avec l'humain. Puis je tiens à dire voilà. Ok, merci beaucoup. Moi dans ma formation, je suis en électricité et j'ai aussi travaillé les énergies renouvelables. Et donc, des fois, je parle avec d'autres jeunes de ça. Donc, c'est pas forcément les éducateurs, ça peut aussi être nous. Donc voilà. Donc, merci beaucoup. Ce que je peux vous dire au nom de l'assistance, c'est que vos témoignages sont très précieux. Très précieux pour nous et très précieux pour ce qui va se mettre en place par la suite. Et la petite transition rapide, c'est que, vous avez parlé de ferme pédagogique. Donc là, je pense que ça te parle peut-être, Manu, dans ce que vous faites à la ferme du Trichon. Est-ce que tu retrouves des choses? Oui, complètement. Alors moi, bonjour à tous. Je représente aujourd'hui une association qui s'appelle le Collectif des paysans urbains du Trichon. Ça a été évoqué dans l'intervention, la table ronde juste avant. On est tout près d'ici, vraiment à quelques dizaines de mètres derrière le bâtiment.
Et alors je vais essayer d'être assez rapide, mais l'association porte un projet de création de ferme urbaine. En effet, il y a 2 ans et demi maintenant, on a monté un consortium avec des scientifiques et on a co-construit avec la métropole européenne de Lille un marché public de recherche et développement sur une friche de plusieurs milliers de mètres carrés, enfin 6000 mètres carrés. C'est pas si grand que ça d'ailleurs. Reconstituer un sol vivant et y monter une ferme urbaine. Donc on est à la moitié de ce marché, on est en train de reconstituer donc ce sol, d'en faire un sol fertile pour y faire une ferme maraîchère en autorécolte. Et, dès le début du projet, il nous a paru essentiel d'avoir tout un volet lié à l'animation et à l'appropriation du projet, parce qu'on nous a paru évident que uniquement créer une ferme urbaine pour quelques personnes initiées, ça n'avait pas beaucoup de sens, et qu'il fallait absolument que ce soit complètement implanté dans un quartier. Donc il y a une personne qui aurait dû être là aujourd'hui, dont le métier c'est vraiment de faire en sorte d'impliquer les gens du quartier. Et la méthodologie qui nous a paru la plus naturelle, c'est de nous adresser d'abord aux écoles du quartier. Et donc, l'année dernière, nous avons accueilli plus de 400 élèves sur 10 ateliers. Et cette année, nous en accueillerons environ 700 dans le cadre d'ateliers pédagogiques en lien avec les professeurs. Voilà. Bon, merci beaucoup, Manuel. N'hésitez pas, si vous en avez l'occasion, je parle aux gens qui sont là en formation, à aller faire un tour du côté de la ferme du Trichon. En général, l'été, la Baraka installe ses terrasses là-bas. Exactement. Donc c'est plutôt agréable comme endroit. Bon, merci beaucoup à tous. On peut encore les applaudir, sans aucun problème. Merci beaucoup. Tu peux rester là, ça. Merci. Donc on vous libère pour laisser un peu de place, puis parce que vous aviez aussi envie de pas être là trop longtemps. Je vais appeler maintenant, si vous voulez bien, donc Rodrigue Anquez, qui est responsable d'unité éducative d'activité de jour du littoral, ce qu'on appelle une UEAJ. Et puis également parmi les stagiaires, Arnaud Servanx, qui est là. Ce serait embêtant qu'il soit pas là. Alors, en fait, vous étiez dans la formation statutaire, 4 personnes à avoir travaillé autour d'un dispositif de projet éducatif collectif, qui a été porté par Fatima Zaidi, qui est là-bas. Et voilà. Et donc, vous étiez 4. Donc, il y avait Arnaud Servanc, Manon Pinquet, Florian Laforce et Emmanuel Salor. Alors, la formation que j'avais, on peut les applaudir. Vous êtes où d'ailleurs? Levez-vous alors, là-bas. Donc, il y en a moins 2 là-bas. Vous êtes 2 sur 4? Là-bas, ok. Et Arnaud, alors c'est lequel? Oh bah ah, bravo. Alors en plus d'être impliqué dans le PEC, vous avez des dons de magicien en fait, parce que vous êtes apparu par miracle derrière moi. Bon, merci beaucoup. Donc peut-être d'ailleurs je vais vous laisser la parole en premier pour expliquer. Ah, tout est possible, Patricia. Jean-Baptiste, au secours. Bon, du coup, peut-être que je vous laisse installer le diapo et je vais plutôt donner la parole en premier donc à Rodrigue Anquez. Alors, Rodrigue, on a vu tout à l'heure apparaître puis disparaître, je sais pas si vous avez vu sur le côté là, ce qui s'appelle une méduse et qui est une création qui a été faite par des jeunes pendant le challenge Michelet. Donc, comme ça nous a tous un peu intrigués. Enfin, je sais pas si vous, mais moi aussi, de la voir apparaître, disparaître. Donc, est-ce que vous pouvez là tout de suite nous parler de cette méduse? Je peux en parler. Alors, je tenais quand même avant tout à remercier les jeunes du CEF parce que leur intervention pleine de fraîcheur a fait du bien, parce que il y a eu des interventions hier, j'imagine, je n'étais pas présent, mais depuis ce matin très riches et intéressantes. Mon intention était de vous rassurer, vous aussi les professionnels, que sur le terrain, on n'a pas attendu, en tout cas l'année dernière ou il y a 2 ans, mais depuis, enfin moi je suis à la PJJ depuis 2000, et alors je vais pas dire que ça a toujours existé à la PJJ, je n'en sais rien, mais on a toujours pu et mis en œuvre, en tout cas sur le terrain, des actions de ce type, et pour en avoir mené, participé à un grand nombre, c'est vrai qu'on se sent pas, en tout cas
rien ne nous est imposé sur ces questions-là. Les hiérarchies sont plutôt très ouvertes sur ces projets divers et je ne peux que vous encourager en tout cas à laisser libre à votre imagination aussi pour vous inscrire dans des projets de ce type avec les jeunes parce qu'il n'y a rien de plus enrichissant. Je rejoindrai les propos de Monsieur Bachiri tout à l'heure, mettre du sens en tout cas des comportements et c'est là-dessus qu'on arrivera à faire changer, évoluer les comportements. Parce que je ne sais pas si le mot écologie est un gros mot, mais c'est vrai que sur le challenge Michelet, sur lequel j'ai eu la chance d'être en charge de l'organisation 2023, l'administration centrale, comme pour toutes les manifestations nationales maintenant, souhaite que l'on porte une attention particulière, en tout cas sur ces questions d'écologie, de développement durable. En tout cas, nous, au niveau de l'organisation, on l'a pas du tout pris comme une contrainte. C'était même quelque chose de naturel, même si on nous l'avait pas demandé, on l'aurait mis en œuvre de toute façon. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que, effectivement, la Méduse c'est une œuvre, parce qu'on peut travailler toutes les questions. L'éducatif nous permet de travailler en tout cas toutes les questions à travers des médias et donc on a eu la chance effectivement de pouvoir travailler avec une artiste d'une association SOS Laisse de Mer et en tout cas nous l'idée ça a été de pouvoir valoriser réutiliser en tout cas le plastique voilà au profit d'une œuvre. Bon bah merci beaucoup. Après, on prendra des questions. Faut qu'on laisse un petit temps aux questions. Autant être rapide sur la présentation. J'en profite pour vous dire que n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, puisque après les ateliers, il y aura un quiz, donc qui sera sous forme de questions, avec des lots qui seront remis. Je crois par notre secrétaire général qui est là. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour avoir les lots. Et moi j'avais envie de rajouter un autre petit jeu. Donc la méduse est partie parce qu'elle était dans le passage. Donc il y aura un petit jeu, c'est de trouver la méduse. Elle va être installée pour que ce soit. Donc merci d'avoir parce que l'écologie ça peut être aussi quelque chose de joyeux. On a eu beaucoup on a eu beaucoup de choses dans ces journées là qui nous ont alertés sur les dangers, mais c'est aussi quelque chose de joyeux. C'est ce qu'on a vu avec les jeunes du CEF, et puis c'est ce que j'espère on va voir aussi. Donc avec le travail, le projet éducatif collectif que vous avez mis en place tous les quatre. Et donc Arnaud, vous allez nous faire une petite exposé de ce qui s'est fait. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter notre projet collectif au sein de la DT du Pas-de-Calais. Ok, d'accord. Alors nous, on avait prévu de faire un camp de 3 jours sur la Côte d'Opale, sur le littoral de la Côte d'Opale. On est parti du postulat que les jeunes avaient une méconnaissance du littoral, un taux de chômage qui est très élevé sur notre région et un manque de mobilité assez important. Alors, on partirait avec 5 éducateurs et 4 jeunes pour un camp de 3 jours et 2 nuits. Alors, on avait vraiment pour objectif, je sais pas si ça va se lancer. C'est pas grave. On avait pour objectif de travailler du coup la mobilité douce. Alors, on partirait sur une pratique sportive avec l'utilisation des vélos qui sont recyclés sur la Côte d'Opale. On ferait 60 km aller-retour par jeune et par éducateur, ce qui nous ferait un total de 540 km sur la voie vélo maritime, qui est une voie verte sur tout le littoral. Ça marche. Ok. On avait également prévu de parler avec les jeunes de cette cause citoyenne. On avait un financement par l'ENPJJ où on voulait financer une association sur le littoral qui travaille l'écologie. Un financement d'€1 1 kilomètre qui serait du coup un total de 540 €. Ça pourrait favoriser l'insertion professionnelle pour les jeunes. Une association qui s'appelle Rivage Propre qui travaille sur 3 axes, le bâtiment, l'environnement ainsi que la mobilité douce. Les jeunes pourraient également effectuer une démarche éco-responsable. On partait d'un nettoyage des plages sur une demi-journée pour les sensibiliser aux dangers de la pollution et les effets sur la biodiversité également. Le logement éco-responsable aussi qu'on a choisi, c'est un logement qui nous limiterait en termes de consommation. On aurait 80 litres d'eau par jeune et par adulte contre la moyenne de 148 litres dans la moyenne française à l'heure actuelle. On aurait aussi un tri sélectif des déchets auquel on pourrait sensibiliser les jeunes et les éducateurs forcément. Concernant les repas, on ferait aussi un circuit court, on essaierait de consommer un petit peu plus local et puis forcément éviter la grosse consommation et utiliser des produits plus ou moins biologiques. On a également créé un flyer à destination des jeunes sur la dernière slide pour pouvoir les motiver et puis qu'ils intègrent un petit peu plus le projet. Alors merci beaucoup et bravo.
Donc merci d'avoir été aussi synthétique, parce que donc mes collègues me mettent une pression. On doit finir à 12h30 pile, donc on a la place peut-être pour une question. Je sais que c'est très frustrant pour nous aussi. On se dit une question et après on laisse la place à la Ligue, puisque ça. Alors choisissez bien la question, et désolé de faire J'espère que je vous ai pas trop mis la pression à vous non plus, mais bon, c'est un peu le principe de renvoyer la pression qu'on a sur les autres. Bon. S'il n'y a pas de questions, que ça a été très clair. Une remarque. Ah, si. Bonjour, je suis Fatima Zedi, je suis formatrice au PTF Grand Nord et donc référente PEC pour la FSE 23-24. Vous m'entendez tous? Et hier se posait la question de, oui, nous, éducateurs, éducatrices, comment est-ce qu'on peut utiliser l'écologie pour faire l'accompagnement, par exemple, des jeunes? Et notamment, la question se pose en formation, puisqu'en tant que formatrice, c'est la question qu'on se pose. Et en fait, dans le cadre des PEC, là, dans le cadre des PEC, il y a possibilité, et là vous le voyez avec un des groupes qui cette année a proposé un projet collectif, éducatif, de mobiliser justement des actions écologiques et éco-responsables. Donc c'est tout à fait faisable, et dans la formation qu'on donne aussi aux futurs éducateurs, il y a justement la gestion de projet où vous serez après en capacité sur vos structures de mettre en place des projets collectifs. Et vous n'êtes pas obligé de les faire seuls, vous pouvez les faire avec vos collègues. Peut-être des collègues à vous qui sont sensibles à la question de l'écologie et qui seraient prêts à vous suivre pour mettre en place ce genre de projet et qui n'auraient pas spécialement une visée écologique. Comme là, il y a une visée écologique, mais il y a aussi une visée insertion professionnelle. Et donc, c'est possible, en fait, d'utiliser d'autres leviers aussi avec l'écologie pour pouvoir travailler des projets avec les jeunes. Voilà. Merci beaucoup Fatima. Donc pour le reste des questions, ce que je vous propose, c'est que vous avez repéré Rodrigue, Manuel qui malheureusement va partir, Arnaud. Donc n'hésitez pas à les interpeller au moment du déjeuner, au moment des pauses. Et là, on va clore cette séance de ce matin et puis laisser la place à la Ligue. Merci en tout cas à tous les trois. Et merci CEF de Saint-Venant. Un grand merci.